deuxième talk de l'après-midi sera animé par une figure du paysage et de l'écosystème digital en Algérie. Donc j'appelle Sida Ali Zarouki, directeur général de l'accélérateur Aventure, qui vient nous parler d'un sujet très important qu'il pratique au quotidien, celui de l'open innovation. Ça y est, ton micro est... Oui. Très bien. Comme tu veux, la langue que tu préfères. L'arabe? Non, il y a deux, trois étrangers. Vas-y. Bonjour tout le monde, et merci d'être ici. Donc j'imagine pour certains, après avoir mangé, c'est un peu difficile de démarrer l'après-midi s'il n'y a pas un bon café, pour les amateurs de café. Mais on va essayer de faire une animation. Tiens, bon, je vais être un peu sportif, je vais faire un petit geste. J'ai oublié quelque chose de très important. Ça va donner du punch. J'ai ramené un petit présent. Bon. Il vaut ce qu'il vaut. J'ai posé une question tout à l'heure et celui qui va répondre repartira avec. J'ai toujours de l'espace dans mon cartable. Je pourrais repartir avec. Mais... On va peut-être appeler le public dehors. Ben, tant pis pour les absents. Les absents ont toujours tort. Voilà, je ne vais pas tarder. Algérie Venture, je vais me permettre de faire une petite présentation. Donc, Algérie Venture, c'est un accélérateur, le premier accélérateur de start-up en Algérie, et un hub d'open innovation. Très bien. Et je vais vous donner quelques informations inutiles. Qui je suis, pour certains qui ne me connaissent pas. Donc, j'ai été dans pas moins de 32 pays africains qui sont en couleur. Pour certains qui sont un peu en vert, donc c'était un peu le coup de foudre. D'autres qui sont en orange, donc c'était un peu l'aventure, comme Aventure Algérie Venture. Et les autres, donc en fonction de température avec ces pays, tout en gardant un excellent souvenir. Et j'ai été aussi dans pas mal d'opérations, donc en Afrique et en Asie, mais je parle surtout pour l'Afrique parce qu'en Digital Africa Summit. Voilà, c'est pour à peu près vous saturer avec des informations probablement inutiles. L'Algérie. Donc l'Algérie, c'est un pays qui fait 2,4 millions de kilomètres carrés, qui fait exactement 8% de l'Afrique. Donc c'est quand même, quand on voit qu'il y a 52 pays et que ça fait 8%, c'est énorme. C'est pas pour rien que c'est le premier pays en Afrique. Et puis on a pas moins de 130 universités à travers lesquelles on a 350 000 ingénieurs et licenciés chaque année. Donc c'est une ressource humaine, un capital humain inestimable. Juste en 2 ans, on a l'équivalent de la population des Émirats ou de Qatar ou d'autres pays du Golfe. Donc il faut être fier de notre population, de notre jeunesse. Vous passerez le reportage tout à l'heure. Et on est connecté au monde, donc il y a un peu plus de 3000 vols pour le monde, dans une grande majorité pour l'Europe. Et on est un pays donc, qui a 7 frontières, 7 pays voisins. C'est quand même énorme par rapport aux autres pays africains. Donc, il nous donne, j'ai encore un autre avantage pour être un hub, une destination d'innovation, un hub d'innovation par excellence. Tout le monde regarde l'Algérie avec un œil, la poule qui pond de l'or. Tout le monde met des cartographies, ils parlent des ressources en Afrique. Ils ont du pétrole, ils ont des minerais, ils ont ceci. Personne ne parle de la ressource humaine, personne ne parle du capital humain, personne ne parle du génie africain, encore moins algérien. Même si on a des pépites, on a des icônes qui sont au Silicon Valley, qui sont à la NASA et j'en passe, mais souvent on regarde l'Afrique, le panier, là où il faut chercher des ressources, mais personne ne dit, même des ressources humaines, on les cherche mais on n'en parle pas. On parle de l'immigration, mais on ne parle pas aussi que cette immigration, parfois, elle est canalisée, on cherche, on vole nos ressources humaines. Tout simplement. Revenons au sujet du jour, l'Open Innovation. Déjà, c'est quoi l'Open Innovation? C'est quoi l'innovation? Chaque pays essaie de déterminer, de trouver une identification de cette innovation. Pour certains, ils disent quelque chose de génie. Et alors, c'est quoi cette chose de génie? Donc, chaque pays essaye de définir l'innovation, c'est quoi?
pour arriver déjà à closed innovation ou bien open innovation. Donc, Rabana a défini l'innovation, c'est quelque chose, c'est une conviction de faire des choses meilleures, de façon meilleure. Donc, on peut avoir fait quelque chose de façon classique, d'une méthode classique, et après, on l'a changé en apportant des améliorations et des optimisations que pour le commun des mortels, c'est quelque chose de banal. Mais je vais vous donner un petit exemple. On peut citer des marques. Signal, la dentifrice donc, que tout le monde connaît, a acheté une idée à 25 millions d'euros. Quelqu'un, il a dit, je peux vous faire augmenter votre chiffre d'affaires en si peu de temps. Et j'ai l'idée, je signe avec vous un contrat, si vous augmentez votre chiffre d'affaires, je prends 25 millions de dollars, enfin d'euros. Intrigués, ils ont dit, ok, d'accord, on prend le défi. Il fallait y penser. Ils avaient leur tube de dentifrice. Je vais donner un chiffre qui est peut-être... le bout de tube, il faisait, on va dire, allez, 1 centimètre. Il faisait 0,5 centimètres. Et le gars, il leur a dit, il suffit juste d'agrandir le bout du tube. Du coup, quand on pousse, on fait verser plus de dentifrice. Et du coup, au lieu de consommer 1 tube par mois, on consomme 2 tubes par mois. Et du coup, le chiffre d'affaires va augmenter. C'était vraiment bête, mais il fallait y penser. Et le gars a empoché 25 millions d'euros. Tout simplement parce qu'il a réfléchi autrement. Et think out of the box. Et c'est ça l'innovation. Donc, innovation is a process by which we admit our product or service renewal and brought by date or applying a new process. Donc, on applique de nouveaux process, de nouveaux concepts, de nouvelles idées. On essaye de sortir du cadre. Donc, souvent, on regarde que comme ça, mais si on fait juste un pas, l'angle change. Vous connaissez tous l'exemple du 9 et du 6. Moi, je vous montre comme ça, c'est un 9, et si je fais comme ça, c'est un 6. C'est l'angle avec lequel on regarde le problème et le topic. L'open innovation. Parfois, on nous dit, c'est quoi open innovation et pourquoi open innovation? Pourquoi pas close ou side innovation, cross innovation? En fait, il y a close innovation qui est l'innovation en interne. Il y a les départements R&D dans pas mal d'industries, dans pas mal d'entreprises et de grands industriels. Ils ont le recherche et développement département qui est budgétivore. C'est un budget, ils ont des plans, ils ont des projets sur lesquels ils travaillent et c'est initié 2 ans en avant ou 1 année en avant. Et ils ont un budget déterminé, une équipe de chercheurs et de développeurs et autres qui commencent à travailler sur ce projet. À la fin de l'année, il se peut qu'ils ont des livrables. Comme il se peut que, ok, on a échoué, enfin, on n'a pas échoué, on n'a pas abouti. Il n'y a personne qui leur tape sur les mains. Et c'est normal, c'est ça la recherche et le développement. Ça, c'est la closed innovation. L'open innovation, à contrario, elle permet d'être agile, elle permet de faire du cost saving, elle permet d'avoir accès aux talents et elle permet aussi d'économiser des coûts et réduire et éparpiller les risques. Pourquoi? Parce que si j'ai un process, un département de recherche et développement qui n'est pas limité, mais qui est limité dans ses actions, dans ses process, dans ses coûts, je fais de l'open innovation, je fais appel à des entrepreneurs, des chercheurs externes, à des autres corporates. Aussi, on fait appel à la cross innovation. Là, j'ai d'autres idées, même d'autres leads, d'autres revenue streams. Ça peut nous ouvrir d'autres marchés. Ça, c'est un avantage donc, de l'open innovation. Donc, on s'ouvre aux autres et ça nous permet de résoudre nos problématiques de façon plus efficace, plus rapide et plus agile. C'est l'agilité. Passons aux choses sérieuses. Donc bon, les acteurs d'open innovation, il y a les gouvernements, les entrepreneurs bien sûr qui sont une partie prenante, les entreprises, donc tout ce qui est business, les médias aussi, et les influenceurs. Pas les influenceurs de YouTube ou Facebook, mais c'est les influenceurs, je dirais, business. Les universités, parce que la masse des chercheurs, la masse des innovateurs se trouve dans les universités, qu'on le veuille ou non. Et aussi, donc, avec les angel investors et les VC qui investissent sur ces startups, ces entrepreneurs et ces innovateurs. Pourquoi des startups ont besoin d'accélération et qu'est-ce qu'il y a à voir avec l'open innovation? Je vais vous donner un exemple. En 1930, il y avait cette image que tout le monde dit « Ah, c'est quoi ça ?» En 1930, un parking
à Chicago était à ascenseur. Ça a été créé en 1930. Eh ben, en 1930. Mais en 1930, Chicago, c'était vide. Il n'y avait pas la congestion d'aujourd'hui. On n'avait pas besoin de ça. Il y avait quelqu'un qui a créé Thinking Out of the Box. Il s'était dit si on faisait un parking élévateur. Mais c'était early stage. سابقة لوقتها. D'accord? It's not fit in the market. Le marché n'avait pas besoin de ça à cette époque-là. Et c'est parti dans le tiroir ou dans le congélateur. Personne ne s'intéressait à ce projet-là. Juste après, presque un siècle, les années 2000, il y avait la congestion, la Turquie, la Chine, ils ont commencé à déployer massivement ces parkings-là et c'est devenu, waouh, l'innovation du siècle, or que c'était du siècle passé. Je vais vous donner un autre exemple qui va vous étonner. « 1917, Washington DC. La Poste avait les autopèdes, les scooters électriques ou les trottinettes électriques, on les appelle comme on les appelle. Ils étaient, bon, à cette époque-là, ils étaient à essence, à moteur. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas du goudron, il n'y avait pas de... C'était que du pavé et de la terre battue. C'était il y a plus de 100 ans. Mais les années 50, les années 70, les années 80, personne n'en parlait. Parce que personne n'en voulait. Parce que ce n'était pas vraiment pratique. Ce n'est que les années 2000, 2010, 2015, c'est une ruée, c'est devenu à la mode. Et il y a plein de startups en Europe qui utilisent ça et qui ont vu leur chiffre d'affaires augmenter de centaines de millions de dollars. Parce qu'ils ont piqué une idée. Bon, c'était l'innovation, mais l'innovation aussi doit avoir un mapping avec le besoin, avec le marché. Parce qu'on peut avoir une idée, mais si le marché n'en a pas besoin, ça ne servira absolument à rien. Market must be ready. Le marché doit être prêt à consommer cette innovation. Innovation is the ability to see the change as an opportunity, not a threat. Beaucoup pensent que cette innovation peut être une menace. Parfois, quand on parle de digitalisation, on est dans le Digital Summit. Innovation et digitalisation, pour certains, riment avec élimination de postes d'emploi. Donc, ils voient ça comme une menace. Et du coup, ils sont réticents à adopter ce changement. Non, c'est une opportunité d'avancer. Je peux créer d'autres postes d'emploi. Je peux créer d'autres opportunités, d'autres sources de revenus. Il faut voir ça comme ça. Il faut sortir toujours, think out of the box, je reviens à ça, et toujours prendre le risque, prendre du recul. Et justement, si on ne prend pas ce risque-là, qui doit être mesuré, on ne saura jamais les outcomes. On restera toujours derrière. OK. Je vais revenir à ma... Ça va me faire mal au cœur. Bon, ça m'a coûté 35 000 dinars. C'est pas énorme, mais c'est pas peu. Toi, ne dis rien. Qui pourra me dire qui est cette entreprise qui dépense entre 7,5 milliards de dollars jusqu'à 9,5 milliards de dollars en R&D chaque année? Pardon? Allez, tenez madame. Si vous répondez, il est à vous. C'est un téléphone. La règle d'or veut que une société puisse être Prise. Il faut répondre à la question. OK. Elle n'a pas eu la réponse. Elle veut juste caresser l'ours dans le sens du poil. En fait, la question, c'est, j'ai mis X. C'est l'entreprise X. Pardon? Ça peut être ça. Bon, allez, je vais vous donner un petit indice. Il y a une réponse? Tesla, Apple. Je vais vous donner encore. IBM, en fait, a dépensé au moins 100 fois dans les R&D plus que Apple. Mais Apple a pu grandir plus rapidement que IBM. Donc, ce n'est pas les R&D qui peuvent vous pousser en avant. C'est l'open innovation. Bon, ça peut être un de ceux-là ou aucun. Venez arracher le téléphone qui est ici ou rendez-le dans mon sac, s'il vous plaît.
Bon, j'attendrai la réponse. Je ne peux pas faire de sieste ici, non. Bon, allez-y. Soyons sérieux quand même. C'est ni l'un ni l'autre. Désolé, je vais annoncer. Tout le monde le connaît. C'est Pfizer. Pfizer, en 2020, parce qu'il y avait le Covid, a décidé de se faire appel à l'Open Innovation, à BioNTech, une start-up turque basée en Allemagne. Ils ont fait un contrat à peu près de 200 millions de dollars sur les médias, mais j'imagine en offline, ça voisine les 350, 400 millions de dollars. Cherchez sur Google, allez-y, faites l'exercice. Tenez-vous bien, ils ont investi peu. La start-up était agile, elle a pu développer le premier vaccin anti-Covid. Et Pfizer a pu vendre pour 40 milliards de dollars en 2020 de doses de vaccins. Pfizer a fait une croissance de 92% et a fait augmenter son chiffre d'affaires de 40 millions de dollars en 2019 à 91 milliards de dollars en 2021, enfin début 2021. En nette croissance. Pourquoi? Parce qu'elle a fait appel à l'Open Innovation. Donc si ce n'est pas le meilleur exemple pour faire de l'Open Innovation, je ne pourrais pas trouver mieux, ou on ne pourra pas trouver meilleur exemple pour oser aller prendre le risque. Parce que le risque, il est juste comme ça. Mais le gain, il est énorme. La start-up, elle est agile. L'Open Innovation nous ouvre plusieurs horizons. Réduction de risque. Je reviens au précédent slide. Agilité, contact avec des talents, et j'en passe. Donc, pour les corporates, c'est un message, prenez le risque, c'est un risque mesuré encore une fois. Si vous ne savez pas le faire, on vous accompagnera dans l'écosystème entrepreneurial, on vous guidera et on vous racontera les success stories des autres, on vous accompagnera pour vous montrer comment le faire, et on vous approchera avec des startups et des SMI, et des toutes petites entreprises qui sont très flexibles, parce qu'une toute petite entreprise, une startup, cherche la croissance, cherche la visibilité, cherche du revenu, cherche à scaler. Un grand industriel, pour lui, il cherche juste money. Pfizer, il est connu, mais il cherche du revenu. Je m'excuse d'expression, il s'en fout qu'il s'associe à une start-up ou à un autre groupe. L'essentiel pour lui, qui génère du revenu. Et là, il est tout fier. Donc, je récupère ma boîte. Et tout ça pour dire, je reviens à un ancien dicton africain qui dit, si vous voulez partir seul, partir rapidement, partez seul. Si vous voulez partir très loin, allez-y ensemble. Donc, l'Open Innovation vous permet d'avancer sereinement et de façon sur des pas sûrs, accompagnés. Parfois, il y a des échecs aussi. On ne peut pas dire que c'est une garantie. Parfois, il y a des échecs. Mais souvent, c'est du succès. C'est des learned lessons. C'est des projets qu'on va, je dirais, aborder en toute sécurité, en toute confiance. Et merci beaucoup. Des questions? Merci Sidi Ali, donc très bel exposé sur c'est quoi l'Open Innovation. On va essayer de récupérer quelques questions. Est-ce qu'il y a des questions? La demoiselle d'abord. Bon, pardon. Je la vois pas. Le micro. Le monsieur d'abord, peut-être, je pense. Ouais. Allez-y. Bonjour. Est-ce que la co-création de la valeur rentre dans l'open innovation? La co-création de la valeur. Oui. La collaboration du client au processus de création d'un produit ou... Donc, rentre dans l'open innovation, bien sûr, heureusement. En fait, on a un projet ou on a une problématique. Aujourd'hui, je vais vous donner un exemple, encore un autre exemple, des industriels, des gros industriels tels que Airbus, Bombardier. Ils ont des équipementiers qui fabriquent des pièces. Il y a une quarantaine d'entreprises et de sous-traitants qui partent du câblage, je sais pas, du fuselage, de l'armature, des équipements électroniques.
mais ils font aussi appel aux startups, enfin aux startups, à l'open innovation, à la cross innovation, parce que eux, ils ont leur protocole, ils ont leur cahier de charge, ils sont carrés là-dessus. Mais souvent, ils sont en face de certaines contraintes. Je vais vous donner l'exemple. Le Airbus, le Boeing Dreamliner, Next New Generation, NG. Il a été cloué au sol parce qu'il y avait un problème, un crash, suite à un décrochage par un software qui n'était pas calibré, malgré que c'est Boeing, tout simplement. Ils existent depuis toujours. Et ils ont dû faire appel. Donc, ils ont revu leur software, ils ont fait appel à l'open innovation, donc des entreprises tierces qui ne sont pas du canal Boeing, pour tester et apporter les modifications nécessaires à leur software, justement pour le refaire décoller. Ça fait 2 ans ou un peu plus de 2 ans qu'ils étaient cloués au sol. Et là, c'est plus que la valeur qu'ils ont créée. Et c'est exactement de l'open innovation. C'est moi. Si vous permettez de vous présenter avant, comme ça on saura qui c'est. Avant de poser des questions. Ça marche? Oui, ça marche. Donc, je me présente d'abord? Si vous permettez, oui. D'accord. Donc, je m'appelle Ben Sifi Mohamed, je suis le responsable digital du département marketing au sein de Pfizer, justement, pour les marchés Algérie, Maroc et Tunisie. Et je voulais juste apporter, vous avez parlé de l'exemple de Pfizer, je voulais juste apporter le contexte. Donc, ce qu'il faut savoir... Je peux l'appeler ici, ce serait bien. Pardon? Ce serait bien si vous voulez venir ici. Bon, je m'excuse si j'ai divulgué certains chiffres. Non, je n'ai pas les chiffres en tête, hein, mais c'est juste de parler du contexte de manière générale. Donc, oui, ça nous fera plaisir. Je me permets de vous inviter. Non, ça va, merci. Il n'avait même pas la réponse. Non, j'avais pas donné la réponse tout à l'heure, mais c'est au fait ce que je voulais dire, c'est que c'est le contexte chez Pfizer de manière générale, c'est une culture. Donc l'innovation est une culture et depuis quelques années, qui est un comportement, j'allais dire, obligatoire au sein de l'entreprise. C'est-à-dire que le speak-up, donc l'innovation, donner sa parole, ça part du plus petit employé jusqu'au head office et responsable de l'entreprise mondiale. Donc ça, c'est des choses qu'on connaît maintenant au sein de Pfizer et c'est vraiment une culture. Donc on a des réunions, nous avons on organise des hackathons donc dans le domaine technologique et même dans d'autres domaines pour pouvoir justement entendre tout le monde, discuter avec tout le monde et prendre des idées de tout le monde. Ça c'est très 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 important et c'est ce que je voulais parler et dire par rapport à l'expérience de Pfizer, c'est que il faut qu'il y ait un contexte et un environnement adéquat qui encourage cette culture. C'est très important. C'est-à-dire quand on est dans un environnement qui encourage le fait d'aller au-delà d'une simple idée, de la développer, de donner l'opportunité aux personnes de la développer, c'est très important pour aller justement au-delà de. Bon, si vous avez pris l'exemple de BioNTech, depuis maintenant quelques années, quelques décennies, Pfizer va vers justement les startups et les entreprises qui ont des idées innovatrices, mais au sein de Pfizer même, on encourage cette culture. Et ça, c'est très important. Merci beaucoup. Merci, on vous remercie. C'est moi. Ce que vous venez de dire, c'est qu'on ne peut pas improviser l'open innovation. C'est un travail de longue haleine qui a été initié depuis des années. C'est pas de l'opportunisme par rapport à la crise Covid. Exactement. Et c'est un travail de groupe aussi. Exactement. Ouais. Merci pour votre témoignage. Merci. Et je pourrais rajouter que c'est une culture d'entreprise. Il faut avoir ça ancré. L'entreprise, si elle n'a pas ça dans sa culture, elle ne pourra pas le faire du jour au lendemain. Il faudrait que le mindset, all is about mindset. Il faudrait que l'entreprise, les employés soient formatés à s'ouvrir à autrui, à aider, à supporter. Justement, on donne pour recevoir, sans calculer, bien sûr. Sidali, j'ai une question, tu peux répondre ou pas? Bien sûr. Je sais que tu es en train de faire un roadshow international pour
Oui. attirer des investisseurs, aussi des partenaires dans l'open innovation d'une manière générale et dans l'accélération. Est-ce que tu as des petits scoops à nous donner ou quelques indices par rapport à des annonces futures? Non, en fait, récemment, on a signé, on est le seul partenaire de Google en Afrique du Nord. Même en Égypte, il n'y a pas, qui est un pôle important. Il n'y a que l'Afrique du Sud et l'Algérie, et donc en Afrique du Nord, et même Afrique de l'Ouest, qui est partenaire de Google pour la start-up et l'entrepreneuriat. Ça, il y a de quoi être fier. Et donc, on a un programme ambitieux, donc non seulement de former et d'accélérer une centaine de start-up d'ici la fin d'année, mais aussi toute start-up qui est accélérée par nos programmes conjoints a accès directement au financement des VC qui sont derrière Google. Et là, on parle de centaines de millions de dollars. Ça est d'une. Aussi, donc, on a été backé par le fonds AIF, Algeria Investment Fund. Et suite à la tournée qu'on a fait récemment, donc, on était à la fois épatés, mais eux aussi, on les a épatés par notre potentiel, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'en Algérie, depuis la création de notre ministère, et donc, depuis qu'on a activé les radars, on a détecté pas moins de 5000 startups. C'est un chiffre qui est énorme. Et dont aussi à peu près 1000 et quelques qui ont été labellisés, qui ont obtenu le label Startup ou Projet Innovant. Ça, il y a de quoi être fier. C'est-à-dire, c'est pour ça que je dis que l'Algérie, en plus du pétrole et des minerais, regorge de capital humain, regorge de ressources humaines, regorge de talents. Et avec tout ce qu'il y a comme process, tout ce qui est comme accompagnement, donc on a pu développer ces secteurs-là, et on est en train de le faire, on n'est pas arrivé à terme, je dirais. Et l'écosystème, je dirais, européen et scandinave, il est très excité et très ouvert et à accompagner par les financements, par la formation, et ce qu'on appelle aussi du soft landing. Donc, dans des programmes d'échange, des startups qui peuvent être ici, qu'on pourra facilement envoyer travailler là-bas, et vice-versa, on recevra aussi des startups de leur côté. Donc, on va annoncer ça au fur et à mesure les prochains jours, Inch'Allah. Quels sont les secteurs les plus, je dirais, prometteurs en matière d'open innovation que tu as détectés? Excellente question. En fait, les pays qu'on a visités, ils sont tous et plus intéressés par l'agriculture, donc l'agritech, et par l'énergie renouvelable. Et ça, on voit très bien qu'en Algérie, aujourd'hui, on est en train de faire un pas de géant en avant dans l'agriculture et dans l'agritech. Donc, parmi ces 5000 startups qu'on a identifiées, on a aussi pu les catégoriser. On parle de 38 catégories distinctes. Donc, on a de l'agritech, de la fintech, edtech, healthtech, biontech. Donc, 38 catégories. On a ceux qui sont dans le fintech. Mais il faut savoir que dans le monde, il y a plusieurs pôles, plusieurs hubs dans des domaines bien précis. Je vais vous donner un exemple. Le Middle East, aujourd'hui, se vante, et il a les moyens de le faire aussi, d'être le hub de la fintech. Ils ont un peu détrôné le Nigeria. Parce que en Nigeria, il y a des licornes en fintech. D'autres pays en Hollande, par exemple, ils ont l'agritech. Donc, il faudrait qu'on choisisse un pôle qui n'est pas encore pris ou prisé ou, je dirais, pas convoité, mais qui n'a pas été assimilé ou associé à un pays, et qu'on focalise nos ressources parce que ça va attirer des investisseurs. Aujourd'hui, on en parlait la semaine passée, il y a une start-up en Algérie qui intéresse des investisseurs au Middle East et qui sont prêts à mettre des paquets, des investissements, des levées de fonds énormes, et on espère que ça sera la prochaine licorne. Donc ça va se passer, c'est Dieu veut, Inch'Allah. Donc avant la fin du mois de juin, il y aura une annonce qui nous fera sauter au même rang des pays qui ont des licornes. Parfait, très bonne nouvelle. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Agritech et énergie renouvelable. Voilà. Des questions dans la salle? Hind? Bonjour, donc c'est Madame Hind Benranem, je suis la présidente du symposium CITEM et je développe actuellement des solutions digitales. En termes d'open innovation, il y a beaucoup de choses nouvelles qui se font aujourd'hui en Algérie. Seulement, nous avons deux grands obstacles. L'un, c'est la mentalité de consommation.
j'ai envie de dire, l'Algérien ne consomme pas facilement quelque chose donc d'innovante, et deux, comment à plus haut niveau on peut pousser des acheteurs en ce sens, que ce soit des entreprises publiques ou même privées, les pousser à consommer nos solutions, parce qu'on a investi gros temps et argent pour sortir donc ces solutions innovantes, mais on a du mal à les mettre sur le marché. Merci. Je vous remercie pour la question qui est très, très, très pertinente. En fait, avant que je sois de l'autre côté, donc au niveau du ministère, j'étais aussi, et après que je sois consultant, expert en Afrique, en Asie, j'ai fait un peu, on m'appelle certains globetrotters, donc j'ai fait quelques pays. Donc j'ai lancé aussi des startups en Algérie il y a à peu près 7-8 ans. Et le mindset entrepreneurial en Algérie, il était, je dirais, pas immature, mais à peine, donc c'était le réveil, quoi. Et le nombre de startups en Algérie, ça se comptait sur le bout des doigts. D'ailleurs, je garde toujours un trophée, Nassim. Je l'ai découvert la dernière fois dans le cellier. C'était le truc, le Startup Corner, la fusée. Vous vous souvenez, c'était à l'Eurasé. Exactement. C'était en 2017. Et le mindset algérien, enfin de l'Algérien, de l'Africain, et même dans certains pays européens, il n'était pas prêt. L'Algérien ne consommait pas digital, ne consommait pas start-up, ne consommait pas innovation, même en 2019. On a dépensé, Dieu sait combien on a dépensé dans, mais je m'excuse de l'expression qui est un peu dure, l'éducation du consommateur, c'est-à-dire pousser le consommateur à consommer digital, innovation. Il a fallu juste un déclic, parce que même le gouvernement aurait pu dépenser 10 milliards de dollars, ça aurait été encore difficile. Le coronavirus, le Covid, il a bouleversé le monde. Donc l'innovation a pu décoller. Et le cas, c'est Pfizer. Ceux qui n'ont pas embrassé l'innovation, ils sont restés de côté. Donc l'Algérien a changé de consommation. Il consomme VTC, il consomme e-commerce, il fait de e-payment. Depuis quand? Depuis le Covid. Juste avant, ça le regardait même pas, même pas question. Dépensez ce que vous voulez. Il était carré. Il a fallu donc un déclic, un événement externe pour qu'il change de mindset. Il adopte une nouvelle approche. Et là, il est très à l'aise. D'ailleurs, beaucoup de commerces qui se sont alignés sur le e-commerce, ils ont vu leur chiffre d'affaires augmenter de 90%. J'en ai posé des questions, vous connaissez certainement. Beaucoup maintenant, ils sont en train de poster sur le Facebook, sur le réseau, sur le Insta. Et pour certains, ils ont fermé boutique, ils vendent dans des hangars parce qu'ils font de delivery. Les restos, pareil, leur chiffre d'affaires a grimpé. Revenons en politique. Donc, pour le mindset, ça va venir. Il y aura un déclic. Il faut attendre. Je vais encore vous épater. On était en Hollande. On a discuté avec le directeur général de l'innovation dans le ministère de l'économie hollandais. Présenter un slide. Et parmi leurs OKR, Objectives and Key Results, de la Hollande, des Pays-Bas, c'était de changer le mindset et le pousser vers un mindset entrepreneurial. Je me suis levé, j'ai dit, arrêtez monsieur, est-ce que vous êtes sérieux là? Vous me choquez. La Hollande qui est le numéro 1 en Europe et le numéro 2 au monde dans l'entrepreneuriat. Il cherche à changer le mindset. Je lui dis, où est-ce que vous voulez aller? Je suis sérieux, ça s'est passé comme ça. Je lui dis, là, vous me choquez. Il me dit, ce qu'on a fait, on l'a fait, c'est derrière. Ce qu'on cherche, c'est aller encore plus haut. Donc, même si le mindset, aujourd'hui, on se dit, on consomme digital, on consomme, c'est rien. Il faut toujours regarder plus haut. Il ne faut jamais regarder en bas parce qu'on aura le vertige, on risque de tomber. Il faut toujours augmenter, lever la barre et mettre des objectifs encore plus hauts et essayer de les atteindre et de mettre les moyens pour les atteindre. Pour revenir aux politiques, je pense que les politiques n'ont pas baissé la main parce que je ne peux pas divulguer une information qui va être communiquée officiellement dans, je pense, 1 semaine ou 10 jours. Il y a d'énormément d'annonces, justement pour supporter l'innovation, pour supporter le time, donc, allez, on va rajouter encore, donc pour supporter l'innovation, pour supporter la consommation, innovation. Donc tout ça va pousser non seulement les industriels, mais les corporates à investir dans l'innovation
et à pousser le consommateur à consommer innovation. C'est moi. Merci beaucoup, Sidi Ali, très passionnant. Les annonces, on les attend, donc on va attendre ça avec impatience pour les semaines à venir. On espère que voilà, on a donné une note d'optimisme aux porteurs de projets et aux startups. Merci beaucoup, Sidi Ali, toujours un plaisir de te recevoir. À très bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup.